messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. G5 Sahel, Bamako claque la porte de cette organisation régionale et de sa force conjointe. TONFEM, propos revendicateurs, Bamako invoque la perte d'autonomie, instrumentalisation, mais également une instrumentalisation, mais surtout une atteinte à sa souveraineté de la part de cette organisation régionale. Pour certains analystes politiques, mais également pour certains observateurs, le retrait de Bamako marque son isolement et signifie une perte de ressources financières, mais également techniques. G5 Sahel, clap de fin pour Bamako. Quel avenir pour cette organisation régionale? Le Mali est-il en train de réaffirmer sa souveraineté aux yeux de l'opinion internationale? Et bien sûr, un autre sujet à l'ordre du jour, mesdames, messieurs, c'est le Tchad. Cap à présent sur le Tchad, où les Tchadiens ont manifesté haut et fort, ont dénoncé haut et fort la présence française et désirent le respect scrupuleux de la souveraineté du Tchad. Tchad, mobilisation populaire, s'achemine-t-on vers la fin de l'impérialisme? Pour en parler, des experts de haut vol. Monsieur Bertrand Tatinda, bonsoir. Bonsoir madame, je suis très content d'être invité ce soir pour parler de cette problématique du G5 Sahel. Bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir au peuple malien, à la responsable de la transition malienne qui un peu chaque jour affirme ce que vous venez de dire, la souveraineté du pays, décide dans leur âme et conscience sur ce qui est bien pour le pays et qui n'est pas bien pour le pays. Donc, merci de m'avoir invité. Je crois qu'on fera un débat très intéressant et on essaiera de donner de notre avis sur ces problématiques ô combien importantes. Merci pour votre disponibilité, Monsieur Bertrand Tatinda. Merci de m'inviter. Je suis content d'être là. Donc, à chaque fois que vous ferez appel à moi, eh bien, je viendrai. C'est aussi ça, donner du nôtre. Merci. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a que notre bouche pour parler. Au Cameroun, la liberté d'expression est consacrée. C'est quand même une volonté du président de la République, que d'ailleurs il nous l'a dit. Il n'avait pas encore mis beaucoup d'années au pouvoir, qui nous disait déjà que les Camerounais ne peuvent pas être arrêtés sur la base de leurs opinions. Donc comptez sur nous pour donner vraiment nos opinions. Merci infiniment d'être là, Monsieur Bertrand Tatinda. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Un autre invité dans le cadre de ce programme, Adjete Ablawa. Bonsoir, madame. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, madame Ablawa. Bonsoir, ma sœur du Cameroun. Bonsoir, mon frère aîné. Merci à Afrique Média, malgré les difficultés et la lutte continue. Je suis ravie de revenir pour échanger autour de l'actualité politique, puisque c'est le domaine qui m'intéresse le plus pour l'éveil et l'agitation de la conscience endormie de la jeunesse africaine déterminée et décomplexée. De vous retrouver dans le cadre de ce programme Face à l'actualité. Vous le savez, c'est un direct. Des aléas du direct se présentent avec cette salutation, j'ai envie de dire, assez magistrale de la part de l'ambassadeur Bikoro qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ma chère sœur. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour moi, c'est un défi. Et à côté de vous, Maître Simo, bonsoir. Maître Janvier Momo, voilà. Madame, bonsoir. Je vous adresse un bonsoir particulier. Et j'admire votre accoutrement qui sied avec la circonstance parce que nous sommes là pour la gaieté africaine. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Un bonsoir particulier aux techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Vous nous donnez aussi l'occasion de saluer un combattant de longue haleine, M. Bertrand Tatinda. Bonsoir et madame, merci de m'avoir invité.
Chers invités, intéressons-nous de prime abord à ce coup d'État manqué du côté du Mali. Les autorités maliennes ont affirmé avoir déjoué un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Dans le communiqué rendu public par le gouvernement malien parle ici d'un groupuscule d'officiers, de sous-officiers antiprogressistes maliens qui ont tenté de faire un coup d'État à l'endroit du gouvernement en place. Je vous invite, cher monsieur, à écouter le colonel Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement. On se retrouve juste après. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà qui est dit, tentative de coup d'État par un groupuscule d'officiers, de sous-officiers anti-progressistes maliens soutenus par un État extra-régional. Monsieur Bertrand Tatinda, était-ce prévisible, cette tentative de coup d'État? Oui, c'était prévisible. On peut même croire que d'autres pourront survenir. La situation du Mali est une situation préoccupante pour Paris. Paris a perdu Bamako. Paris a perdu le Mali. La France a été mise dehors. Il y a eu rupture de relations diplomatiques. Et aussi, la transition a juré que les choses se passeraient plus comme avant. À savoir, amener un certain nombre de réformes sur le plan institutionnel, un certain nombre de réformes, la justice, et laisser la justice faire son travail. Parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours. Vous êtes au courant que le ministre des Affaires étrangères françaises est convoqué par la justice malienne. Vous savez ça? Eh bien, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que les relations entre le Mali et la France n'ont pas toujours été des relations bonnes. Il y a eu ce qu'on peut appeler la diplomatie usuelle, et une diplomatie asymétrique, mauvaise, sale, qui a pratiquement aidé à conduire le Mali dans la situation dans laquelle il se trouve, avec bien sûr la complicité des hommes politiques maliens. Sauf que cette histoire me rappelle à peu près la même histoire. Souvenez-vous du coup d'État de M. Sanogo. M. Sanogo fait un coup d'État que nous appelons un peu un coup d'État surprise. Mais déjà que M. Sanogo est instrumentalisé. Que ce coup d'État a rangé un certain nombre de personnes. Parce qu'on était à 2 mois d'une transition dite pacifique
Le président en place avait expliqué qu'il allait plus se représenter. À l'époque, c'était feu le général Amadou Toumani Touré. Quand Sanogo va arriver aux affaires, lui, Sanogo, c'était un béret vert. C'était un béret vert, Sanogo. Quand il va arriver aux affaires, la transition va tourner kazakh. Ça va être très compliqué. Les intérêts qui avaient porté Sanogo, ce que je suis en train de dire ici, doivent être bien écoutés. Même en Guinée. Doivent être bien écoutés, même en Guinée. Même en Guinée. Vous savez, nous on a parlé en parabole à M. Kabouré ici sur le plateau. Il n'a pas voulu nous écouter. Les braillards, les injures. Il fallait aller sur la page Facebook de la chaîne, les injures. Mais où il est aujourd'hui? Peut-être pourra-t-il demain être encore chef d'État. Personne ne sait quoi demain sera fait. Mais en attendant, il n'est plus chef d'État. Il n'est plus chef d'État. Donc, une émission comme celle-ci doit être bien suivie, même en Guinée-Conakry. Donc, quand Sanogo est arrivé au pouvoir, il a pu tout à fait respecter ses parrains. Moi, je fais partie de ceux qui disent que tout le discours de Sanogo n'était pas mauvais. Il y avait des choses que Sanogo disait qui étaient intéressantes. Que moi, je trouvais que, oui, c'était des questions de fond. Mais est-ce que quand vous posez des questions de fond au Mali, quand vous mettez le dos, ça fait mal, vous arrangez les gens. Et que va faire la CEDEAO? Eh bien, la France va passer derrière la CEDEAO qui va instrumentaliser une partie des compagnons de M. Sanogo, les bérets rouges. On va arriver à quoi? Un affront en plein Bamako. C'est-à-dire, c'est là qu'on a voulu faire ce que M. Macron nous a toujours dit, le coup d'État dans le coup d'État. Ça s'est déjà vu au Mali. Les intérêts de la CEDEAO, de certains pays, les intérêts de la France. M. Sanogo devenait très turbulent. Il ne s'entendait pas très bien avec celui qui assurait la transition, c'est-à-dire celui qui va se faire chicoter dans le palais présidentiel. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Il ne s'entendait plus très bien. Et le peuple était là. La réforme ne se faisait. À cette époque au Mali, beaucoup d'argent frais vont circuler. Le cash flow va circuler. J'ai un ami malien qui était dans la politique malienne, il va me dire, monsieur Tatina, beaucoup d'argent circule. Eh bien, il va avoir ça. Ça ne ressemble pas étrangement à ce qui a failli arriver. Donc, il faut savoir que la reconstruction de l'armée malienne est encore fragile. C'est encore fragile. Il y a encore des éléments, comment je vais dire que, des éléments faibles. Il y a encore des Maliens et des hommes politiques maliens. Une fois, nous avions fait une émission ici, nous nous sommes demandé si ce gouvernement de transition qui accompagne le président Goïta, est-ce que tous sont fiables? On fait une émission ici, que le gouvernement de transition est-ce que tous sont fiables? Si on regarde les connexions dans le passé, c'est vrai qu'il faut que les enfants du Mali se mettent ensemble. Personne ne viendra sauver le Mali à la place. Mais il faut qu'à un moment donné, les enfants du Mali choisissent et se disent, un peu comme on l'avait expliqué à nos frères de la République centrafricaine, que quelles que soient les promesses que l'on vous fera, personne ne viendra pacifier votre pays. C'est vous qui allez pacifier votre pays. Or, que dit le Premier ministre Robert Maïga? Il dit qu'il faut amener à terme les réformes institutionnelles découlant du grand dialogue national. Ce n'est pas lui qui invente ces réformes institutionnelles. Il y a eu un grand dialogue national, il y a eu des forces vives du pays. Il est même allé jusqu'à dire qu'il faut une application intelligente des accords d'Alger. Moi, Bertrand Tatinda, j'ai toujours dit qu'il faut renégocier les accords d'Alger. Je ne suis pas chef d'État. C'est-à-dire c'est compliqué. Il y a une partie de Maliens, du nord du Mali, des Maliens qui tiennent à certains accords d'Alger. Donc, pour renégocier les accords d'Alger, ça peut réveiller, ça peut remettre de la difficulté et surtout de la confrontation entre les enfants de Meuple. Tout dépend de ce qu'on appelle les parties négociables et les parties acceptables des accords d'Alger. Donc, vous voyez donc tout ça avec des dossiers en instance. La justice ira jusqu'au bout. La justice ira jusqu'au bout. Des dossiers en instance. Une France impliquée dans ce qu'on peut appeler la crapulerie financière au Mali. Une France qui n'accepte pas de partir du Mali. Une transition où, dans l'armée, il y a encore des éléments faibles. Une Russie présente et
Vous voyez ce qui se joue en Ukraine, qui ne plaît pas à tout le monde, D'ailleurs, il y a une résurgence également d'insécurité en RCA. Parce que ceux qui estiment que vous avez trahi des accords en faisant intervenir la Russie, vous le feront payer. Donc, voilà à quoi on assiste. Effectivement, nous croyons, nous demandons d'être fermes et d'être légalistes, à savoir, bien évidemment, traîner cela devant les tribunaux, ce qui a été fait. Donc, pour vous dire que oui, au Mali, les choses avancent, le président Goïta va dans le bon sens, mais attention, attention. Et comme je dis, ce que nous expliquons et ce que nous allons expliquer aujourd'hui pour le Mali est valable pour mot pour la Guinée. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Bertrand Tatinda. Tafeu, François Bikoro, comment expliquer ces tentatives de coup d'État? Et le gouvernement malien précise qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État soutenue par un État occidental, par un État extra-régional, pour reprendre exactement les termes du gouvernement malien. Comment expliquer ces tentatives de coup d'État? Madame, il faut bien situer vos téléspectateurs. Parce que pour bien analyser ce qui se passe au Mali, il faut maîtriser non seulement la situation, mais les personnages. La situation du Mali, c'est celle qui est contingente à pratiquement 4 pays en insécurité permanente, dont un pays accusé par la France depuis 1981 d'entretenir Al-Qaïda, ça s'appelle l'Algérie. Entre-temps, il faut régler le problème des morts. On les appelle souvent Mauritaniens, mais il paraît qu'il y a les Mauritaniens noirs et les Mauritaniens blancs. Il faut les trouver un espace tout à fait précis. Il paraît que les Mauritaniens sont habitués à habiter là où il y a le désert. Et il paraît que le Mali a pratiquement 2/3 de son territoire qui sont dans le désert. Entre-temps, le Mali est l'un des espaces les plus à même ces 60 dernières années de rassurer les Africains sur le type de relation que la colonisation a avec que le colon, parce que quand je dis colonisation, c'est trop peu dit, je préfère rester sur le giron politique, que le colon a avec ses colonies. Le Mali est pratiquement à 23 minutes, je ne sais pas comme quand on est dans le chameau, combien ça peut prendre comme des kilomètres, entre une ancienne société qui a fait de la France l'une des puissances les plus florissantes au monde en termes de nucléaire, d'électricité, de gaz et certainement aussi en termes de croissance à 2 ou 3 chiffres. Ça s'appelait Areva. Comme avec la CPI, comme avec tous les autres changements de nom que l'on veut imposer pour donner l'impression qu'à l'Africain, que les choses changent. Vous savez qu'on a eu à un moment donné, le franc CFA a failli devenir l'écho. Tiens, qu'est-ce que c'est devenu entre-temps? On n'en sait pas grand-chose. C'est donc ce Mali qui a vu à un moment donné, donc on dit qu'on entretient sur la frontière avec l'Algérie pour créer un endroit où l'insécurité va se placer. L'insécurité est en Algérie depuis la fameuse guerre des nerfs entre l'Algérie et la France sur le paiement de l'impôt de tous les Algériens qui sont morts inutilement pour la gloire de la France. En 1981, il paraît qu'on avait dit que la démocratie doit s'installer par tous les moyens. Et un matin, on a été dans l'ensemble de l'Algérie au niveau des mosquées. Et c'est la même France qui a dit qu'elle ne peut pas accepter que les djihadistes soient à la tête de son grenier qu'on appelle l'Algérie. Le même Mali est celui d'Amadou Toumani Touré, qui avait été bombardé par un voyou qui s'appelle... comment il s'appelle? Celui qui donnait les prix aux chefs d'État, les maires démocratiques au monde. Il a invité Paul Biya pour tenter de l'humilier. Mo Ibrahim. Ah, c'est vous qui vous souvenez de... Vous savez, la poubelle est difficile à voir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mo Ibrahim avait donc bombardé M. Amadou Toumani Touré, militaire de son État, revenu 2 fois. Vous savez que chaque fois qu'on revient pour la 2e fois, on a tendance à être en accord avec le peuple. On l'avait bombardé président le plus démocratique au monde. Oui. Et il paraît que le Mali était le pays le plus démocratique au monde. Mo Ibrahim avait créé ça pour que chaque fois que vous servez bien la France, vous êtes un pays démocratique, un peuple démocratique. Malheureusement, la situation qu'on voulait créer au nord du Mali avec l'Algérie, c'est-à-dire les gens de Mauritanie, ça s'appelle et les Aouazaouis.
ceci, tout ce que, avait donc rencontré le service après-vente non prévu dans l'extermination du peuple libyen. C'était 173 000 rafales, bombes et tout ça, on ne peut même plus savoir ce que ça donnait. Toujours est-il que M. Muammar Kadhafi ayant été assassiné et déchiqueté, on ne savait pas, et ça c'est Obama qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait de tous les voyous qu'on a infiltrés à l'intérieur de l'Algérie, à l'intérieur de la Libye, pour montrer à la face du monde qu'il faut à tout prix qu'on assassine M. Kadhafi, pour la simple raison qu'il avait observé une fin de non-recevoir à la demande de Nicolas Sarkozy. Un peu d'argent, puisqu'il paraît que Paul Biya était déjà réfractaire, ou bien Nguema Bazou était réfractaire, la Côte d'Ivoire n'avait plus rien, donc il n'avait pas d'argent pour faire la campagne, et monsieur avait refusé d'acheter, je crois, 172 MiG-24. Une histoire a dormi debout comme ça, à quoi on ne sait pas. Voilà donc comment ces hordes de bandits, un soir, décident donc de quitter cet endroit insécurisé qui est déjà le leur, puisque les gens qui leur ont dit d'aller mettre l'insécurité en Libye ne les reconnaissent plus. La communauté internationale était perdue parce qu'entre-temps, la Russie, dont on parlera certainement en ce qui concerne la coopération militaire avec le Mali, la Russie avait dit, ce n'est pas ça que vous m'avez dit que vous allez faire en Libye. Des milliers de gens lourdement armés. L'histoire raconte que les mamans qui vendaient la tchéké et la bouillie tout au long des rues voyaient des billets qu'ils ne savaient pas que c'était des billets de banque. C'est quand on les arrête qu'on se rend compte que c'était des dollars américains et des euros. Ces gars étaient non seulement lourdement armés, mais ils avaient tellement de devises. Et Amadou Toumani Touré commet l'erreur de poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de ces hordes de bandits qui sont en train d'entrer dans mon territoire. Et il paraît qu'un pays extra-régional lui aurait dit de laisser ces gens-là passer allègrement. Il a donc failli refuser. Et en plein conseil des ministres, où il devait poser la bonne question à l'ensemble des membres du gouvernement concernant ces gens, ces voyous, je préfère ne pas dire terroristes parce que je ne connais pas ce que c'est. Mais je crois que quand les gens ont beaucoup d'armes, le travail est fini, ça n'a plus quoi faire, ça devient des voyous. Pendant qu'il posait la question aux Maliens de son gouvernement, il paraît qu'il y a un soldat de deuxième classe. Tu as prononcé son nom tout à l'heure. C'est pas. Ça de deuxième classe est entré. Il dit arrêtez toute cette macara là, c'est terminé. Allez, et c'était la fin du Mali, pays extrêmement démocratique, et d'un président vénéré dans le monde comme étant celui qui gère très bien. Et c'est comme ça que nous les panafricains, on est allé donc convoquer. Que veut dire même pays démocratique? Et on nous a dit le pays démocratique c'est l'alternance. Et nous convenons donc que le Mali et le Niger, en termes de démocratie et d'alternance, sont les rares pays au monde qui ont changé de à une vitesse supersonique. Ils ont utilisé l'alternance par coup d'État mortel, c'est-à-dire que les gens sont morts, il y a plusieurs chefs d'État qui sont morts. Le dernier, c'est Ibrahim Manassare, je crois. Non, moi je ne fais pas de différence entre le Niger et le Mali. Je vous ai dit, le Mali est à 13 minutes par chameau, là où se trouve Areva, dont on a mis un pour 50 km. C'est-à-dire si Areva, que vos téléspectateurs regardent, on est venu ici pour faire des choses sérieuses. Si Areva était un point ici, 50 km, là, le pays extra-régional sécurise. Vous comptez 50 km en bas, le pays extra-régional sécurise. Vous comptez 50 000 km ici, le pays, vous comptez 50 km, pardon. Donc sur le point ci, de pourtour, qui fait en sorte que malgré l'insécurité qui sévit dans la région du G5 Sahel, on se pose la question pourquoi même une mouche n'a jamais pu attaquer. Donc c'est là qu'il faut donc comprendre. Quand on en vient donc là, il y a donc ce qu'on appelle le deuxième coup d'État. Et le deuxième coup d'État intervient parce que le bonhomme, le jeune homme qu'on appelle Assimi Goïta, a eu deux formations militaires. Une dans un pays extra-régional et l'autre je crois, en Russie. Il était de la colonne qui décide de traverser la ligne rouge, qui peut être appelée ligne Maginot, pour ceux qui vont à l'école, ou ligne de front,
pour essayer d'attaquer, parce qu'entre-temps, chaque année qui passait, de 12 ans après, on constatait que comme pogrom, le territoire du Mali ne faisait que rapiécir au point que le Mali est devenu, comme la RCA en son temps, rien que la ville de Bamako. Quand il arrive là-bas, à la tête d'un bataillon, c'est les gens qui sont venus sauver le Mali, dont 800 soldats de ce pays régional, qui lui disent, à partir d'ici, vous ne bougez plus. Là, il rentre et dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'assoit donc comme Isidore Sankara son temps, avec les autres soldats, il dit, là, nous ne saurons plus jamais rien. Les gars décident donc de prendre le pouvoir. Ils commettent 2 erreurs stratégiques vis-à-vis de ce pays extra-régional. La première erreur stratégique, c'est d'imaginer, penser que les morts et les blancs du Mali sont des habitants et du peuple malien. Ils décident donc d'aller négocier. Ils décident de négocier parce que, par un mécanisme scientifique simple, si toute l'armée de l'Union européenne qui se trouve dans le G5 Sahel et les Bakoudani, c'est quoi là? Barakouda, ce sont des noms Takuba et tout ce que vous voulez, Barkhane. les forces danoises, les forces ceci. Et les gars sont dit, si en 12 ans, ils n'ont pas pu arranger pour chasser les morts, les machins, tout, comme ils sont déjà là, mieux on négocie pour que le Mali retrouve sa paix. C'était une première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'ils ont décidé, parce qu'ils ne comprenaient pas, chaque fois qu'il y a une MINUSCA, chaque fois qu'il y a une force extra-régionale qui arrive, on a notre cousin européen qu'on appelle la Russie. Ils décident donc de chercher la Russie. Je crois qu'en convoquant ce qui se passe en RCA où en 3 mois, la Russie a récupéré 87% du territoire. Et là, ce qui arrive aujourd'hui et qui est la défragade, c'est je ne sais pas s'il y a un mot pour dire quand on insulte un peuple. Le probe. Non, c'est là. Quand France Pagny, je crois, dit qu'il y a eu provocation, le Drian dit la junte militaire est une junte illégitime, elle pose des actes irresponsables, ils vont aux Nations Unies, dit en tout cas ils vont voir ce qu'ils vont voir, mais il y a même plus grave. Le Danemark veut ajouter 800 soldats et dit que c'est le Mali qui l'a appelé à l'issue. Je crois que c'était un commissaire des minutes, quelque chose comme ça. Le président Macron disait vraiment, il est temps que si les gens là ne veulent plus de nous, qu'ils nous le disent vraiment, sinon je ne veux plus mettre mes soldats là-bas. Ils ne savaient pas que c'était la goutte d'eau qui a fait le vase. Les Maliens prennent donc cette phrase et disent qu'il a dit si nous voulons partir, nous partons, si nous voulons, nous restons. Pour les raisons évoquées tout à l'heure, qui sont des raisons purement géostratégiques et économiques, je voudrais dire à la face des Maliens, et nous l'avons dit ici dernièrement, le pays extra-régional ne partira pas. La preuve que, quand ils n'ont pas bien interprété, les Maliens disent, si tu continues à nous insulter, on va chasser l'ambassadeur. En matière de diplomatie, quand on chasse un ambassadeur, c'est terminé. La France, vous voyez que je suis obligé de prononcer parce que c'est l'ambassadeur de France. Vous croyez que c'était le blanc. Les gars lui ont donné 72 heures. Aux yeux du monde entier, en fonction de la situation qu'on a en Ukraine aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'une puissance de la trempe de la France ne peut pas accepter ce genre de déni d'autorité, de déni de force et même de déni de puissance. Qu'est-ce qu'ils font donc le lendemain? D'abord, sans demander l'avis des Maliens, ils vont à l'Union européenne et disent que nous allons prendre 6 mois pour aller pour sortir. Les gars disent que c'est terminé, il faut partir. Ils décident donc, et c'est ça qui est la deuxième erreur de la force extra-régionale, ils disent on va doubler les forces au Niger voisin. Or, le Niger, c'est le Mali. Ils provoquent au niveau du Bénin. Vous avez entendu qu'il y a eu quelques coups de feu, on dit que ce sont les terroristes. Les Béninois disent que nous, on fait le vaudou. Il ne peut pas avoir de terrorisme chez nous. C'est toujours que vous voyez qu'on a installé. Il y a une 3e base militaire qui se met au Tchad. On a renforcé au niveau du Burkina Faso. On a renforcé au niveau de la Guinée. Je ne peux plus parler du Niger. Rien que ces comportements pratiquement belliqueux, non organisés et de mépris d'un peuple qui n'en demande pas tant, on peut se dire que la situation que viennent de convoquer tout à l'heure les autorités maliennes était prévisible, elle était même prévue. Je dirais même qu'elle a perdu beaucoup de temps parce qu'entre-temps, on n'a pas beaucoup communiqué. Le jour où il y avait eu le grand meeting combattant, grand meeting sur la place,
Vous vous souvenez qu'on n'a pas beaucoup parlé des 3 soldats qui devaient mettre un truc sur la bouche de... Je crois qu'on a arrêté. Oui, ça dit 3 soldats de la garde rapprochée d'Assimi Ngouta. N'oubliez pas le coup de couteau qu'il va recevoir dans le dos. Voilà. Donc, il était en pleine prière. voilà. Donc, ce que nous devons retenir, que les Maliens, que les Africains doivent retenir, c'est que nos frères étaient au mur. C'était brusque. C'est arrivé au mauvais moment où la communauté internationale, concentrée sur 3 pays, ne peut pas abandonner le vrai danger qui est le leur. Vous avez vu que dès qu'il y a eu une petite balle qui a percé pénétrer à Kiev, ce que les Maliens attendaient depuis 12 ans, ils ont vu à la télévision comment ça se déverse pour aller aider l'Ukraine. Donc je pense à mon humble avis que cette deuxième situation a fait que le pays extra-régional n'avait pas le temps de venir continuer à sécuriser. Il ne reste qu'une seule chose, c'est l'élimination physique de cet enfant qui empêche de jouer. Ça a déjà eu lieu avec un autre de son âge, je termine par là, parce que l'histoire a ceci de particulier. Je ne cesserai jamais de le dire qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Monsieur Assimi Ngouta a l'âge de Thomas Isidore Sankara. Et Thomas Isidore Sankara avait posé cet acte en son temps, le lendemain. C'est pour cela que les Maliens savent très bien que leur leader sera aujourd'hui ou demain assassiné. Mais malheureusement, pour le pays extra-régional et tous ceux qui veulent l'assassiner, il a déjà fait son au revoir à travers une lettre publique qu'il a écrite à l'ensemble des générations de jeunes Africains. Je sais que je vais mourir. Je sais que je serai assassiné. Je sais que ce que nous faisons va s'arrêter. Mais je voudrais que l'on retienne que je n'avais qu'un seul but, sauver le peuple malien de l'opprobre dans laquelle il se trouve. Maître Janvier Momo, cette tentative de coup d'État est-il message codé à l'endroit du colonel Assimi Ngouta? Madame, je pense que, merci pour la question. Je pense que l'impérialisme vient d'essuyer un autre échec en République du Mali. Un échec qui s'explique et une tentative de coup d'État qui s'explique. Vous savez, le Mali est une colonie d'exploitation pour la France. C'est-à-dire un espace territorial où on puise à satiété toutes les richesses de ce pays sans avoir le pouvoir ni la contrainte de rendre compte. C'est pour cela que nous avons coutume de dire que les États africains sous le giron des colons occidentaux sont considérés comme les marigots de papa. C'est-à-dire nous, le Cameroun, la République centrale, le Mali, le Niger, ce sont les marigots de papa qui viennent et puisent les richesses sans rendre compte à qui que ce soit. Nous vivons cette affaire depuis la colonisation. Lorsque un caïman arrive naturellement dans les eaux où la France vient puiser, Assimi Ngouta est considéré comme un caïman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Il y a un an jour pour jour, j'ai dit il y a un an pendant la fête de Ramadan de l'année 2021. Mais souvenez-vous, en pleine prière, Assimi Ngouta a été attaqué par un inconnu au couteau. Mais ce que nous avons eu à dénoncer à Afrique Média, c'est qu'il y avait un dispositif composé de ressortissants extra-régionaux ou leurs nègres de maison, leurs sbires à l'intérieur du Mali qui attendaient que le chef de l'État arrive étant blessé pour qu'on l'achève en disant qu'on est en train de le soigner. Pour après annoncer qu'il est mort de suite des blessures reçues à la mosquée de Bamako. Alors, Assimi Ngouta, avant ce coup d'État, vient de poser un autre acte majeur, M. Tatinda. Qu'est-ce qu'il a fait au Mali, il y a quelques jours? Il est allé sur la tombe de Modibo Keïta Sénou. Vous connaissez qui est Modibo Keïta Sénou? C'est le symbole de la libération, de la véritable souveraineté du peuple malien et de la République du Mali. Alors, lorsqu'Assimi Ngouta va se ressourcer sur le plan spirituel, auprès de la famille et auprès du mausolée de Modibo Keïta, c'est un signe qui renvoie à un signifié. Nous avons coutume de le dire en droit. C'est-à-dire un signe qu'il faut interpréter pour trouver la véritable signification.
Quelle est la signification? C'est qu'en réalité, Modibo, ton nom, l'histoire africaine et dans l'histoire de la République du Mali. N'oubliez pas, monsieur l'ambassadeur Bikoro, que ce Modibo Keïta fait partie, avec Sylvanus Olympio et Ahmed Sékou Touré, des 3 personnalités africaines qui ont rédigé la charte de l'Union africaine. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'Union africaine. Cette charte, elle est en vogue, elle est en pratique, elle est en valeur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous que de l'opération Serval à Takuba, en passant par Barkhane au niveau du Mali, la France, dans son marigot, a multiplié presque par 2 l'exploitation de l'or au Mali. Mais comment est-ce qu'un pêcheur peut être si prolifique en eau trouble? Parce que on annonce à l'international que les djihadistes ne permettent pas aux Maliens de faire de la prospective politique et économique. C'est-à-dire, le pays est en arrêt parce qu'il est en phase d'être divisé. Mais comment une entreprise double ses productions d'or au niveau du Mali? Ça, c'est la France. Quand Assimi Goïta arrive et met fin à tous ces cinémas, mais comment voulez-vous? Pourquoi vous parlez d'un État extra-régional? Mais endroit qui peut le plus, peut le moins. Endroit, il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Mais c'est celui qui a le plus grand intérêt au Mali, qui a été bouté hors du Mali, qui a la prétention de remettre la souveraineté du Mali en cause et de par d'autres voies, dont le coup d'État. Soyons clairs, l'ambassadeur Bikoro a parlé de Areva, 50 km² de Areva au Niger et des confins des pays voisins. Mais qu'est-ce que vous entendez? Le Mali est suffisamment riche en ressources minières. N'oubliez pas que le Mali est très riche en uranium. N'oubliez pas que le bassin gazier et pétrolier de Touadéni en Algérie s'étend jusqu'aux confins du Mali. Donc, alors, celui qui a été bouté hors du Mali, et lui et son armée constituée d'ingénieurs de mines, habillés en force Takuba, en force Barkhane, qui avait pour but de continuer la prospection et l'exploitation des ressources minières pendant la période déclarée à l'international comme étant celle où aucune prospective économique ne peut être évaluée au Mali. Mais c'est celui-là, madame, qui a le plus grand intérêt à ce que non seulement l'actuelle transition au Mali s'arrête même par la voie du sang, mais aussi et surtout qu'il revienne. N'oubliez pas, il y a des nègres de maison au Mali. Et Che Guevara l'avait dit. Lorsque vous voulez libérer un peuple, si vous avez 10 balles en main, réservez 9 pour les nègres de maison et 1 pour celui qui vient à l'extérieur. Parce que tant que l'ennemi de l'extérieur n'a pas le relais à l'intérieur, il ne peut pas avoir pignon sur lui. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui s'est passé au niveau du Mali. Fort heureusement, je dis fort heureusement, la Fédération de Russie a averti l'Union européenne de ce qu'ils sont, de ce qu'elle est en partenariat avec un pays qu'on appelle le Mali. Et donc, les tentatives hasardeuses de continuer à survoler l'espace territorial du Mali doivent s'arrêter. C'est ce que la Fédération de Russie a fait aux pays de l'Union européenne et en pole position la France et les autres États. Donc, lorsque vous regardez les Maliens passer ce communiqué quelques jours après la tentative, c'est une tentative de coup d'État, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, dans l'armée malienne, il y a ceux qui ont été formés pour déstabiliser le Mali. Monsieur Tachinda, j'étais fier avec le parallèle fait en République de Guinée. Parce qu'on se demande jusqu'aujourd'hui comment est-ce que le professeur Alpha Condé peut confier la clé des armes et la gâchette de toutes ces armes à un légionnaire français. Donc, ils foisonnent encore ces légionnaires au niveau du Mali. Et c'est eux, les nègres de maison en treillis militaire. Parce qu'il y a 2 types de nègres de maison. Il y a ceux qui sont en treillis militaire et il y a ceux qui ont des tenues civiles. Les 2 sont au Mali et attendent qu'une étincelle, qu'une voie s'ouvre pour mettre fin, même par le sang, à la transition. Fort heureusement, Modibo Keïta a bougé dans sa tombe et il dit, le Mali dont j'ai rêvé, le Mali dont j'ai pensé, ça doit être ce Mali-là ou plus jamais. Et je pense que les autorités de la transition sont suffisamment aguerries, sont suffisamment informées
et le grand peuple malien avait, parce que après ce coup d'État, le peuple malien s'est encore réuni pour soutenir son armée et pour soutenir la transition. Madame, qui se cache derrière la tentative de coup d'État contre Assimi Goïta? C'est le plus grand intérêt dans le vol des ressources minières. C'est celui qui a le plus grand intérêt à appeler le Mali et tous les autres États le marigot de papa. Je pense avoir répondu à votre question. Merci pour cette intervention, Maître Janvier Momo. Rappel aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Madame Ablawa, ce coup d'État trahit-il une exaspération face aux multiples échecs des non-partisans du gouvernement en place au Mali? Madame Ablawa, vous avez la parole. Merci, ma sœur. Merci aux panélistes pour avoir décortiqué et déblayé l'actualité. Ce coup d'État n'est pas un coup d'État isolé et ne sera pas le dernier. Savoir, comme je l'avais toujours dit ici, la psychologie des Occidentaux, c'est-à-dire de l'élite occidentale, qui est friand de domination, fonctionne sur un triptyque ou bien une trinité. Premièrement, mentir pour obtenir votre affection. Deuxième chose, vous manipuler, comme les pervers narcissiques ont l'habitude de le faire et comme ils n'aiment pas échouer. Troisième chose, vous éliminer physiquement pour avoir raison. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce que vous avez disparu, parce que vous êtes anéantis. Donc, il faut savoir que le bras de fer dans lequel les autorités maliennes actuelles se sont engouffrées est un bras de fer qui ira jusqu'à l'élimination physique si la moindre occasion, si le moindre faux pas permet aux élites impérialistes françaises d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire en ce moment, ils sont énormément agacés. Ils sont vraiment irrités d'avoir des éléments qu'ils ont formés et qui aujourd'hui leur échappent et qui en plus se permettent à leur niveau ou même au-dessus de leur capacité. Mentir, manipuler et ensuite tuer. C'est la théorie des trois. Le mensonge, la manipulation et le meurtre. Il ne faut pas oublier, et je pense que Assimi Goïta ne l'a pas oublié. Il est allé sur la tombe et le mausolée de Modibo Keïta parce que je pense qu'il se reconnaît dans le même chemin que Modibo Keïta et il doit se rappeler jusqu'au bout qu'en tant que réformateur, pour amener le Mali à un niveau de compréhension sociale, à un niveau d'institution sociale et à une confiance en soi, il doit défier le destin de Modibo Keïta. Pour les Maliens de l'intérieur, tous ceux qui ont pactisé par le passé à la chute de Modibo Keïta ont leurs jumeaux encore aujourd'hui à l'intérieur du pays. Et c'est là que la mémoire coûte de nos élites actuelles doit être activée en permanence s'ils ne veulent pas que Assimi Goïta subisse le même sort et que rebelote, le Mali retombe et doit recommencer. La loi de la vie, sur les plans spirituels, sur les plans même pratiques, veut que tant que vous n'avez pas compris la leçon de votre échec, vous la répétez, vous le répétez jusqu'à ce que vous ayez compris et tiré les leçons pour pouvoir aller au-delà. Si je vais regarder du côté de la Guinée, de Sékou Touré, il faut que les autorités actuelles du Mali, sans hésiter, éliminent tous les mauvais fils de maison. Modibo Keïta lui-même l'a dit. Et Sékou Touré
l'a exécuté. Il n'a pas hésité à exécuter les traîtres guinéens qui mettaient du grain de sable dans son programme d'émancipation de la Guinée. La Guinée et le Mali, c'est la même famille. C'est le même empire qui a été divisé et séparé. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir question d'état d'âme, de sentimentalisme et africano-africaine qui permettent de laisser les mauvais fils de maison qui vont continuer à faire rentrer la France par la fenêtre pour qu'elle finisse par boucher la porte d'entrée de la souveraineté et de la libération du Mali. Ça fait longtemps que ça dure. 1870 à aujourd'hui, ça suffit pour que le Mali puisse respirer. Pour les autorités françaises, que Assimi Goïta tombe, ce n'est pas un problème parce que la nouvelle génération, ce n'est plus une question de un leader. Si Assimi Goïta tombe, beaucoup de Français tomberont parce que la nouvelle génération est déterminée à faire des représailles à chaque fois qu'un des éveillés sera éliminé. Il faut que ça rentre bien dans la tête des élites françaises qui pensent que nous sommes encore au 19e siècle et qui peuvent utiliser les armes du 19e siècle pour intimider et pour atteindre leur objectif. Nous sommes au 21e siècle. Les choses vont changer et ça va changer. Le train du changement est parti. Personne ne pourra empêcher le siècle-ci d'être le siècle de la renaissance du continent africain à partir du Mali. Voilà ce que je peux apporter de mon point de vue par rapport à cette actualité-là. Merci pour ce premier jet d'intervention, Madame Ablawa. Monsieur André Christelle Fanga, si ce coup réussissait, qui se serait réjoui d'une telle victoire? Bonsoir. Bonsoir, Madame Capelle. Bonsoir aux panélistes. Je suis arrivé, j'ai trouvé la brillante intervention de l'ambassadeur Bikoro Tafe et qui vous a défini véritablement les contours pourtours de cette histoire. Aussi simple que ça. Si une mouche a déjà attaqué Areva un jour, alors que Areva est installé confortablement depuis des années, et Areva, je voudrais vous rappeler, c'est une société française qui est devenue Orano, parce que Areva avait des partenaires d'autres pays, et ils ont enlevé leur action. Et l'État français, parce qu'il faut rappeler cela aux gens, l'État français a pris des actions à Orano, donc a racheté une partie de Areva. Donc, Areva, c'est une société d'État française. Et si l'État français, qui est une entreprise au cœur du Sahara, du désert, où il y a des attaques terroristes meurtrières, mais aucun Français n'a jamais été enlevé à Areva, aucun ingénieur n'a jamais été enlevé, il n'y a même pas une mouche qui a piqué par hasard comme ça un travailleur de Areva, alors que nous sommes dans un secteur extrêmement terroriste. Parce que c'est comme ça qu'ils interprètent ça. Au Mali, il y a le terrorisme. Au Niger, il y a le terrorisme. Au Burkina Faso, il y a le terrorisme. En fait, tout le G5 Sahel est en insécurité. C'est pour ça qu'ils sont venus pour aider le G5 Sahel pour la sortie. Mais Areva est tranquille depuis longtemps. Quand je le dis, c'est pour dire que celui qui doit profiter et qui veut profiter de la mort d'Assimi Goïta, on le connaît. C'est les 3 F. C'est la France. C'est le franc CFA. C'est la franc-maçonnerie. Voilà les 3 F, la théorie des 3 F. France, franc CFA, franc-maçonnerie. Parce que quand vous voyez tous ces différents éléments qui sont mis en place et qui ont été très bien développés ici, vous constatez que le seul plus grand bénéficiaire de la disparition d'Assimi Goïta, c'est ceux qui ont le système franc CFA. Parce que le franc CFA aura bientôt des difficultés, et même déjà en difficulté.
la France sera en difficulté parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes quatrième producteur d'or dans le monde et il n'y a aucun site d'exploitation d'or dans votre pays. Tout se puise où? Au Mali. Mais écoutez, M. Macron nous avait dit, quand après, je crois, c'est il faut que les pays africains viennent certains pays viennent l'expliquer le sentiment anti-français. Pourquoi on déteste les Français chez nous? Il les a convoqués, je crois que c'était cette fois-là, de manière inélégante. À cette époque-là, le président du Burkina Faso, c'était Rochema Kaboré, il avait réagi. Et la France s'est rebiffée et a revu sa copie. Tout ça pour démontrer que c'est elle qui a intérêt dans ce territoire francophone, ce territoire où on parle la langue française, où le franc CFA est bien installé, où les ressources qui alimentent la France se trouvent. Parce que vous savez quand même que si Assimi Goïta tombe du Mali, ça va permettre à la France de renégocier de nouveaux contrats, surtout si un Larbin arrive encore au pouvoir. Parce que c'est ça l'objectif de mettre. Vous savez qu'il y a un certain ancien ministre de la Défense là qui fait trop de bruit là, qui a même accordé une interview à France 24. On ne sait pas d'où il vient, comment ça se fait. On le voit s'agiter là. Donc quand vous voyez ce genre de personnage s'agiter, quelqu'un qui était au cercle de décision du Mali et qui accorde les interviews, vous comprenez qu'en réalité, en lançant le caillou de l'oiseau, donc nous savons ce que la France prépare pour prendre le pouvoir au Mali. Donc on sait la complicité. Quand quelqu'un est un ancien ministre de la Défense, ça veut dire qu'il connaît quand même quelques militaires. Il y a quelques militaires qui lui sont restés fidèles, à qui il a donné quelques grades. C'est pour ça que le parallèle que... mais écoutez, notre ami, le grand professeur Alpha Condé avait commis la même erreur en laissant des traîtres vivre. Parce que un légionnaire vous mettez à côté de vous et vous lui confiez la branche la plus importante de l'armée. Ce n'était que normal qu'il se retrouve, mais on lui a dit, on a appuyé sur le bouton. Et il a agi. Je parle de celui qui est en Guinée-Conakry actuellement, comme transition. Il a appuyé. Donc aujourd'hui, nous savons que la France veut regagner du terrain, parce qu'elle a déjà perdu du terrain. Elle veut regagner du terrain et elle allait ressortir les mêmes méthodes des années 1960-1975. Que quand vous n'étiez pas d'accord avec la France, on vous éliminait. C'est la même stratégie qu'ils ont remis en place. Donc, c'est la France qui va profiter de l'assassinat d'Assimi Goïta. C'est la France qui va profiter de ce coup d'État si ils réussissent. Mais qu'ils sachent, comme Oumirabel le disait, je crois, un patriote ou bien un nationaliste tué, c'est 1000 autres qui vont naître. Ce qui est sûr, ils ne peuvent pas arrêter la marche de l'histoire. Oui, tout à fait, vous avez raison. L'histoire ne peut pas s'arrêter. Elle peut bégayer, elle va toujours bégayer. Elle va toujours prendre des stops, mais elle va avancer. Elle finit toujours par avancer. Et cette histoire, notre Afrique va avancer. Donc, peu importe ce que la France va manigancer, au travers des anciens légionnaires, parce que vous savez, il y a des militaires qui ont fait Saint-Cyr. Ceux qui ont fait Saint-Cyr ne resteront que fidèles à Saint-Cyr. Mais il y a ceux qui sont allés dans d'autres écoles, qui ont appris une autre logique. Donc nous voyons aujourd'hui que l'armée du Mali n'est pas blanc à 100%. Donc il y a encore un travail à faire dans cette armée-là aujourd'hui. Il faut véritablement faire un travail de nettoyage, messieurs. Il faut encore recommencer à zéro avec cette armée-là parce que ils ne sont pas nombreux qui pensent comme Assimi Goïta. Ils ne sont pas nombreux qui pensent comme le ministre de la Défense. Ils ne sont pas nombreux qui pensent comme ceux qui sont à la transition. Ils sont encore nombreux qui pensent que la métropole, Paris, c'est encore le centre du monde, alors que le centre du monde a déjà changé depuis longtemps. Aujourd'hui, la France, sur a mis tous les paliers en marche, tous les cartes en marche pour que le Mali puisse tomber. Mais le Mali ne tombera pas parce que nous allons veiller. Parce que les Maliens ont réussi à faire, c'est de chasser Radio France Intoxication et France 24. Parce que si ils avaient continué à être présents,
il vous aurait démontré par A plus B que le Mali ne se porte pas bien. Que vraiment Assimi Goïta est vraiment l'homme qu'il ne faut absolument, ou bien l'armée malienne ne vaut absolument rien. Mais je voudrais vous rappeler que l'armée malienne a réussi à faire ce que les autres n'ont pas pu faire en 12 ans, en 8 ans de présence. L'armée malienne a réussi à libérer la zone des 3 frontières. L'armée malienne a réussi à conquérir certains territoires que la France était incapable de conquérir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de cette armée qui est patriote et qui prouve à la face du monde que maintenant, nous ne sommes pas incompétents. Quand vous violez les accords, quand vous violez les principes de l'accord qui vous avait été donné et quand vous commencez à faire à votre tête, c'est vrai que normal que vous puissiez subir cet échec. En réalité, ce n'était pas les militaires qui étaient étrangers qui étaient au Mali, non. C'était les ingénieurs miniers, les ingénieurs hydrauliques, machin et tout. C'est eux qui étaient là, ce n'était pas les militaires. C'est pour ça que je mets toujours la France au défi. C'est une armée pour libérer le Mali du terrorisme. Montrez-nous un seul terroriste que vous avez arrêté. Un seul. Grand terroriste, parce qu'il y a les grands terroristes, il y a les chefs de file. Est-ce que la France nous a présenté un seul terroriste de grand renom dans le Sahel qu'ils ont arrêté? Aucun. Malgré tout l'armement, malgré tous les moyens, malgré tout ce qu'ils avaient. Donc, le Mali a prouvé à la face du monde que la France est un pays incompétent. Son incompétence est vue et reçue de tout le monde aujourd'hui. Nous savons que la France n'est pas une grande puissance. Et Assimi Goïta vient de le démontrer et son armée vient de le démontrer que la France n'est pas une grande puissance. Ce n'est qu'une petite... c'est un nain politique, c'est un nain géostratégique, c'est un nain en tout. En tous les domaines, la France est un nain. Pour emprunter le mot de mon ami de Bujumbura, Delphin, qui parle toujours de nain politique, pour dire que il y a des petits États qui ont prouvé à la face du monde que nous pouvons faire de très grandes choses. Et le Mali aujourd'hui vient de prouver à la face du monde que maintenant, sans vous, nous pouvons vivre. Sans la CEDEAO, nous pouvons vivre. Sans tous ces différents éléments qu'on nous fait croire que non, si vous n'êtes pas là, vous allez mourir. Vous n'allez plus vivre. On a bloqué, on a fermé les frontières et tout le reste. Et le Mali continue à vivre. Qui a affiché? C'est le Sénégal. Quand le Sénégal ne peut plus faire le transport entre Bamako et son pays, vous avez des camions qui sont bloqués tout au long de la frontière. Les gens sont obligés de venir négocier de nuit parce qu'en réalité, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Air France est obligé de venir négocier la nuit pour que quand même les avions continuent à desservir Bamako. Donc, soyons sérieux. Quand vous refusez un Aladi, vous refusez lui aussi avec ses cadeaux. Chers invités, nous sortons de ce sujet d'accueil.